C'est bien de parler de Luigi Mangione. C'est l'un des sujets sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Vous venez de dire que votre livre est essentiellement disponible sur Amazon. Alors, que contient votre livre? Que dites-vous à propos de cet événement? Quelle est votre opinion sur l'ensemble de l'événement? Eh bien, je ne pense pas que des actes isolés de terrorisme et de violence permettront aux Américains d'obtenir une couverture santé. Oui. Et c'est très étrange parce que beaucoup de ces voix, exactement les mêmes voix qui s'opposaient aux marches pour le Medicare for All et les qualifiaient de fascistes et de suprémacistes blancs, et qui incitaient les gens à ne pas manifester pour le Medicare for All. Ces mêmes voix qui ont diabolisé Jimmy Dore parce qu'il demandait de forcer un vote. Il a juste demandé à AOC « force simplement un vote sur le Medicare for All pendant la pandémie ». Ces mêmes voix qui disaient qu'il n'est pas acceptable d'utiliser une procédure parlementaire, qu'il n'est pas acceptable d'organiser des manifestations de masse pour la santé, disent que ce type qui a commis, prétendument, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit coupable, pour être honnête avec vous. Mais ils disent que cet acte isolé de meurtre est quelque chose à célébrer. Le titre de mon livre est L'assassinat de Brian Thompson et le danger d'une année de plomb américaine. Sur Amazon, il s'appelle simplement Le danger d'une année de plomb américaine. Je fais une comparaison avec les années de plomb en Italie. L'Italie allait quitter l'OTAN dans les années 60, 70 et 80. Il y avait un mouvement de masse en Italie de personnes qui voulaient quitter l'OTAN et le Parti communiste remportait les élections, etc. Alors la CIA a lancé l'opération Gladio. Ce qu'ils ont fait, c'est attiser la violence politique. Les brigades rouges ont été financées, les groupes fascistes ont été financés. Il y a eu toutes sortes de meurtres et d'assassinats, ce qui a poussé le public italien à se méfier et à accepter de rester dans l'OTAN, pour en quelque sorte se tenir à l'écart de la politique. Des centaines de personnes ont été tuées, des centaines de personnes ont été blessées par balles aux jambes. C'était en quelque sorte une tradition en Italie, venant de la mafia, on appelait ça tirer dans les genoux, où des gens étaient rendus invalides à vie en étant blessés par balles aux jambes. Et en gros, le message était clair. Si vous deveniez politiquement actif, vous risquiez d'être tué. N'est-ce pas? Et la population ne pouvait pas savoir qui était de quel côté, car certains fascistes étaient contre l'OTAN, d'autres pour l'OTAN, et les communistes tuaient d'autres communistes. Et l'un de leurs anciens premiers ministres, Aldo Moro, qui était un conservateur, allait conclure un accord avec le Parti communiste pour former un gouvernement unifié. Puis les brigades rouges l'ont enlevé et l'ont pris en otage. Les gens ne savaient plus qui était de quel côté. Et la population est simplement devenue lasse. Aujourd'hui, ils sont toujours dans l'OTAN. C'est ce qu'ils essayent de faire en Amérique. J'appelle cela une fausse polarisation. Ils veulent que les partisans de MAGA et les woke se battent entre eux sur des questions de guerre culturelle, sur des sujets divers, alors qu'au fond, la majorité des Américains sont contre les guerres. La majorité des Américains sont contre l'État policier et la suppression de leur liberté civile. La majorité des Américains sont en colère parce que leur niveau de vie baisse. Et en réalité, c'est juste une petite élite qui a pris le contrôle de notre politique et qui se trouve de l'autre côté. Ils veulent créer une polarisation du type « Êtes-vous avec MAGA? Êtes-vous woke? Êtes-vous ceci ou cela ?» Et ils ne veulent pas que nous nous rassemblions pour exiger ce que nous voulons tous, c'est-à-dire la fin des guerres, la protection de nos libertés civiles et le développement économique. Ils essayent donc d'attiser une culture de violence politique. C'est pour cela que la figure de Luigi Mangione est idéalisée. Je veux dire, on assiste sans cesse à des assassinats. Au Minnesota, il y a eu ce meurtre qui vient d'avoir lieu le jour de No King's Day.
Donald Trump a organisé son défilé militaire pour son anniversaire, et il y a eu des manifestations dans tout le pays en réaction à cela. J'étais à Los Angeles pendant les émeutes, respirant des gaz lacrymogènes et tout ça. Et puis au Minnesota, 2 législateurs ont manifesté. Je crois qu'un législateur et sa famille ont été tués. Oui. Et voilà ce qui se passe. Ils sont en train de favoriser une culture de la violence politique. Je ne suis pas opposé au fait que les gens se défendent et utilisent des armes pour se protéger, comme les Black Panthers. Et il pourrait arriver un moment où le peuple américain devra défendre ses organisations démocratiques dans une sorte de situation militaire. Et c'est une chose différente. Mais des actes isolés d'assassinat, d'attentats et de meurtres ont tendance à produire l'effet inverse. Mao en a parlé. Lénine en a parlé. Marx en a parlé. Le terrorisme, qu'ils appellent aventurisme, putschisme, a l'effet contraire. Cela a plutôt pour effet de détourner les gens de la politique et de donner au gouvernement une justification pour une répression de type État policier. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas seulement l'Italie. En Jamaïque, dans les années 70, ils ont élu un président communiste, qui était une personne formidable et qui voulait orienter la Jamaïque vers le socialisme. Et ils ont fait la même chose en Jamaïque. Ils ont attisé la violence politique avec les gangs, avec les assassinats. La manière dont l'IRA a été vaincue en Irlande du Nord est une histoire similaire, avec un groupe armé luttant pour l'indépendance irlandaise. Mais au lieu que l'armée britannique se contente de les combattre, elle a créé d'autres groupes armés pour s'opposer à eux. Ils ont financé les groupes protestants et ils ont aussi créé des dissidences de l'IRA qui considéraient que l'IRA avait trahi sa cause. Ils ont généré tellement de confusion et de violence que la population d'Irlande du Nord en a eu assez. À la fin des années 80 et au début des années 90, il y a eu des marches pour la paix financées par le Vatican. Les gens étaient simplement fatigués des tueries. Et c'est ainsi que l'Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni. C'est une stratégie qu'ils utilisent. Créer une culture de violence confuse et effrayante pour maintenir le statu quo. C'est une longue réponse, mais je devais expliquer pourquoi je suis très opposé à la célébration du prétendu crime de Luigi Mangione. Je ne pense pas que les gens célèbrent le crime en lui-même, mais il y a une vraie colère envers le système de santé en général. Les assurances maladie qui ne couvrent pas ce qu'elles sont censées couvrir. Cela arrive tout le temps. Cela arrive tout le temps. Récemment, j'ai subi une toute petite opération des yeux. Et j'ai découvert que l'hôpital qui l'a pratiqué dispose en fait d'un comité, tout un groupe de personnes, uniquement pour gérer les problèmes liés à la santé et à l'assurance maladie. Grâce à cette opération, j'ai appris que ce groupe hospitalier allait s'occuper des compagnies d'assurance. Quel gaspillage de ressources, non? Ils sont censés simplement opérer et aider les gens à retrouver la santé, mais à la place, ils se battent contre les compagnies d'assurance. Et aussi, nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé ensuite. United Healthcare a effectivement remboursé de nombreuses prises en charge qu'ils refusaient auparavant, au point qu'à présent, je crois qu'ils sont poursuivis en justice par certains actionnaires ou un groupe affirmant qu'ils paient trop pour la couverture. Donc cela a eu un impact sur cette entreprise en particulier, United Healthcare. Ils changent, leur comportement évolue à cause de cet événement. Nous verrons comment ce procès se termine. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas que les gens célèbrent le meurtre en lui-même, mais ils sont très en colère et veulent une forme de responsabilité, car je ne crois pas qu'il y ait une quelconque responsabilité pour les compagnies d'assurance maladie qui ne payent pas les prises en charge qu'elles sont censées couvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de colère à ce sujet et il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de responsabilité. Vous voyez, c'est là que réside le problème. Oui, eh bien, ce que je ressens, c'est
Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un mouvement de masse? Imaginez si des milliers de personnes se rassemblaient, occupaient le hall d'United Healthcare et se faisaient arrêter, comme Martin Luther King le faisait. Non? Imaginez l'impact que cela aurait, construire un mouvement, des milliers de personnes travaillant ensemble, faisant de la santé leur cause et se battant pour elle. Mais dès que cela commence à se produire, ces mêmes voix, qui ne sont que de la négativité sur les réseaux sociaux, démolissent tout. Oh, c'est fasciste, c'est suprémaciste blanc. Oh, quelqu'un impliqué a eu un scandale sexuel. Donc, vous savez, ils vont célébrer un acte de violence isolé parce que cela alimente cette mentalité de « les choses ne s'améliorent pas, mais au moins quelqu'un d'autre a été blessé, n'est-ce pas? » Et ce n'est vraiment pas une façon productive de voir les choses. Je ne suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit sur l'industrie de la santé. C'est une arnaque. Nous payons 10 fois plus que d'autres pays pour des soins de moins bonne qualité. C'est ridicule, vraiment, et on se fait clairement voler. Je comprends la colère, mais cette colère devrait servir à rassembler les gens pour construire un mouvement, pas simplement à laisser les gens se défouler en voyant quelqu'un d'autre souffrir. L'autre chose qui est étrange, c'est que, apparemment, Brian Thompson lui-même avait accepté de témoigner devant une commission du Congrès au sujet de délits d'initiés, et les gens se demandent si ce n'était pas simplement une affaire interne, comme un assassinat. Ils voulaient qu'il se taise, qu'il ne parle pas, ou quelque chose comme ça. J'ai des doutes sur la culpabilité de Luigi, et c'est aussi très bizarre que tout le monde le déclare coupable. On ne sait pas s'il l'a fait. Et s'il est un tel génie du crime qu'il aurait pu faire fabriquer les balles d'une certaine manière, aller jusqu'à Manhattan, tirer sur le type, sortir de la ville, s'échapper jusqu'à Altoona, en Pennsylvanie, on est censé croire qu'il est assez stupide pour laisser son arme sur la table et son manifeste là au McDonald's, comme si c'était évident que c'était lui. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Et il est très beau, ce qui, eh bien, tant mieux pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on dirait presque qu'ils ont organisé une sorte de coup médiatique, vous voyez? Et je suppose que, vous savez, je ne vois tout simplement pas la situation comme une expression saine. Nous avons besoin d'un mouvement de toute urgence. C'est ce dont l'Amérique a besoin aujourd'hui. Je fais presque une comparaison. Vous savez, il y a 2 comparaisons que je ferai. La première, c'est quand Mao, en 1927, a dit dans son enquête sur la province du Hunan que les paysans allaient se soulever comme une tempête puissante et que si nous ne marchons pas à leur tête pour les guider, ils vont se soulever et nous submerger, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe en Amérique. La crise s'intensifie et nous devons construire un mouvement. Et parfois, je compare cela au déluge de Noé et à l'arche de Noé. Le déluge arrive. Nous devons construire une arche. Nous devons nous préparer et mettre en place les structures nécessaires pour faire face à la crise, sinon nous serons emportés. La société américaine se dirige vers un moment de crise extrême, et nous devons avoir une organisation prête à y faire face. Je ne vois tout simplement pas en quoi célébrer ce prétendu meurtre nous rapproche de la construction du mouvement dont nous avons besoin. Et je constate que les voix qui sont amplifiées et qui font cela sont celles qui cibleront et diaboliseront toute tentative réelle de construire une organisation. Vous savez, leur public aime la vengeance, n'est-ce pas? Leur public se sent bien grâce à cela, tout ça. Mais ensuite, lorsqu'une véritable organisation émerge, ils la prennent pour cible. Et c'est cela qui m'inquiète. Eh bien, la question est donc la suivante. New York vient d'élire Zohran Mamdani lors de la primaire démocrate. Pensez-vous que c'est la solution? J'espère qu'il va gagner. Je vais voter pour lui. Et, vous savez, c'est intéressant. Maintenant, il n'est pas
Je veux dire, j'ai une opinion nuancée à ce sujet parce que, vous savez, les Democratic Socialists of America, cela intéressera particulièrement votre public, je pense. Les Democratic Socialists of America ont été fondés à la fin des années 70, vers 1968 ou 1969. À l'origine, c'était le Democratic Socialist Organizing Committee. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cela a été mis en place par la CIA. Michael Harrington, qui en était le fondateur, avait travaillé au département d'État américain. Gloria Steinem, qui était la voix du féminisme américain, s'est toujours vantée que la CIA avait fait d'elle ce qu'elle est. Irving Howe était un intellectuel trotskiste, financé par la CIA, le magazine Partisan Review. Il était en quelque sorte leur intellectuel marxiste, mais anticommuniste. Et la politique de la Chine changeait vraiment à cette époque. Deng Xiaoping était arrivé au pouvoir, et il y avait, je ne devrais pas dire des millions, mais des centaines de milliers d'Américains qui étaient des communistes maoïstes, qui avaient fait partie du nouveau mouvement communiste et tentaient de former un nouveau parti communiste. La DSA a été créée alors que la politique chinoise évoluait pour déprogrammer et déradicaliser ces personnes et les amener au sein du Parti démocrate. Et c'est ce qui s'est passé. Ils avaient le magazine In These Times et leur publication où ils affirmaient que le léninisme est anti-américain. Leur enseignement était que le léninisme est antidémocratique, etc. Et ils ont amené beaucoup d'anciens communistes maoïstes dans le Parti démocrate. Et c'est pour cela, vous savez, que Fox News dira « Oh, un tel est un maoïste ». Vous savez, comme Margaret Chin, qui siège au conseil municipal ici à New York, une sino-américaine, elle est au conseil municipal de New York, elle était la dirigeante du Communist Workers' Party de New York. Et maintenant, c'est juste une démocrate ordinaire. Elle est même pro-Israël. Elle n'est même pas membre du DSA. C'est juste une démocrate classique. Mais elle faisait partie de ce mouvement. Il y a un certain nombre de groupes communistes maoïstes qui ont simplement intégré le DSA, puis le Parti démocrate. Et vous savez, Zoran, enfin, sa mère est une réalisatrice de cinéma hollywoodienne très en vue. Son père vient d'Ouganda. Il a grandi en Ouganda. Et en Ouganda, il y avait une couche de personnes qui étaient des communistes pro-soviétiques. Mais au moment où l'Union soviétique s'effondrait, ils se sont tournés vers la social-démocratie. Vous savez, comme le Congrès national africain d'Afrique du Sud, était à l'origine un groupe communiste, n'est-ce pas? Le SWAPO en Namibie, la plupart de l'Afrique australe, les grands partis qui s'opposaient au colonialisme, étaient des groupes communistes. Mais alors que l'Union soviétique s'effondrait, ils se sont tournés vers le Parti travailliste britannique et la Deuxième Internationale. Et c'est de là que vient Zoran. C'est pourquoi son deuxième prénom est Kwame. Il porte le nom de Kwame Nkrumah, le dirigeant communiste africain du Ghana, n'est-ce pas? Et c'est son histoire. Et vous savez, sa famille, elle est assez aisée. Ils viennent de ce pays africain, ils sont musulmans, et ils étaient dans la sphère soviétique. Et alors que l'Union soviétique s'effondrait, ils étaient avec, disons, la faction de Gorbatchev, qui s'est tournée vers la social-démocratie. Ils ont pas mal d'argent. Et sa femme a été très impliquée dans les tentatives de renverser le gouvernement syrien. Sa femme était une militante anti-Assad. Vous savez, il vient d'une famille africaine, vraiment, vraiment riche et influente, qui est musulmane et tout cela. Et il est pro-Palestine. Le fait est que si je le soutiens, ce n'est pas à cause de lui personnellement, c'est à cause de ce qu'il représente. Il est musulman, il se dit socialiste. Et la faction la plus problématique dans le camp de Trump se trouve à New York. Ce sont les propriétaires immobiliers sionistes. Il y a beaucoup d'entreprises à New York qui possèdent de l'immobilier, mais dont le siège est en réalité en Israël. Ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Israéliens. D'accord? Ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs, donc ne vous méprenez pas. Et ils sont impitoyables. Et ils gagnent de l'argent. Et Xi Jinping a dit que le logement est fait pour y vivre.
s'arrête pas pour la spéculation. À New York, les loyers ne cessent d'augmenter et le nombre d'appartements vides aussi. L'offre et la demande ne fonctionnent pas. Et c'est une arnaque parce qu'ils spéculent sur le logement et gagnent toujours plus d'argent. Et ils sont follement pro-Israël. Ils détestent les musulmans avec passion. Et Zoran leur fait une peur bleue. C'est comme leur pire cauchemar vivant. Il est musulman, il est socialiste, il est brun. Et c'est comme, tu sais, je plaisantais en disant qu'il suffirait de prendre une photo de lui, d'aller à Central Park West, les immeubles d'appartements chers où vivent tous ces millionnaires, et de brandir sa photo, et ils feraient tous « Ah !» Je veux dire, il est vraiment leur cauchemar. Et j'ai l'impression que l'aile principale du Parti démocrate, d'habitude, il n'accepterait pas quelqu'un comme Zoran. Il dirait, eh bien, ce n'est pas le vrai candidat. Et Cuomo va se présenter contre lui. Et Cuomo obtiendra probablement le soutien de l'aile principale du Parti démocrate. Mais il le félicite, Chuck Schumer et d'autres, parce qu'ils s'amusent avec ça. Ils sont tellement en colère contre cette faction immobilière ultra-sioniste du Parti démocrate qui nous pousse à la guerre avec l'Iran et qui a permis à Trump d'arriver au pouvoir. Ils n'aiment pas Trump non plus. Donc vous voyez, je pense que le Parti démocrate s'amuse. Et c'est aussi une menace. C'est les démocrates qui disent « Regardez, vous voulez vraiment pousser le truc, n'est-ce pas? On pourrait vraiment laisser le socialisme décoller si on le voulait. Si vous voulez vraiment jouer à ça, vous avez vos groupes d'extrême droite, vos néo-nazis et vos milices. Nous, on peut faire le socialisme si on en a envie. Donc oui, c'est un peu comme, vous savez, si vous êtes dans une bagarre au couteau et que vous avez un couteau, mais que votre adversaire sort une arme à feu, alors vous devez aussi prendre une arme à feu. C'est un peu ça. Zoran est une caricature plus extrême pour effrayer la droite. Et tu parles de l'Iran? As-tu quelque chose que tu penses valoir la peine d'être partagé? Parce que, tu sais, le conflit entre l'Iran et Israël, et aussi l'AIEA, je vois qu'il y a un gros scandale qui couvre là-bas. Tu es journaliste, alors y a-t-il quelque chose que tu peux partager? L'AIEA est en fait une espionne pour le MI6 ou pour le Mossad, non? Oui. Eh bien, l'Iran doit riposter contre l'AIEA parce que leur rôle est de surveiller les sites nucléaires. Oui, oui. Ainsi, 24 heures sur 24, chaque site nucléaire en Iran est surveillé par l'AIEA. Et tout d'abord, c'est pour cela que l'Iran ne fabrique pas de bombes atomiques. En 20 ans, l'Iran n'a jamais eu la moindre violation de la part de l'AIEA. Mais ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé. Sans provocation, les États-Unis sont allés attaquer 3 sites nucléaires iraniens. Et donc l'AIEA, son rôle est de surveiller et de protéger les sites. Au minimum, il devrait dire « ce n'est pas acceptable ». Cela viole la Convention de Genève. On ne peut pas attaquer des sites nucléaires. On ne peut pas attaquer des installations électriques. Vous savez, c'est une grave violation du droit international. L'AIEA ne l'a pas fait. Elle a fait le contraire. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont adopté une résolution dans laquelle ils ont élargi la définition pour dire que, d'une certaine manière, l'Iran était en faute. Techniquement, ils n'ont enfreint aucune règle, mais peut-être qu'ils l'ont fait, en quelque sorte. Ils ont donc essentiellement justifié cette attaque illégale des États-Unis. Et à ce stade, l'Iran doit les expulser du pays et faire savoir « Regardez, nous n'allons pas accepter que vous surveilliez nos sites alors que vous tolérez parfaitement qu'un pays étranger vienne nous attaquer. Il y a un problème ici. » L'AIEA n'agit pas de manière impartiale. L'Iran n'a pas l'intention de quitter le traité sur la non-prolifération nucléaire. Le seul pays à l'avoir jamais quitté est la Corée du Nord, et elle l'a fait pour obtenir la bombe atomique. Si vous partez, vous obtenez une bombe atomique. L'Iran n'essaie pas d'obtenir une bombe atomique. Mais, vous savez,
ils ont le droit à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Et en échange du fait que les États-Unis l'aient reconnu par écrit en 2015, ils ont abandonné presque tout leur programme nucléaire pacifique. Et ensuite, la situation s'est aggravée pour eux. Qassem Soleimani a été tué. Et maintenant, il y a la situation la plus récente. Donc l'Iran doit prendre des mesures pour répondre à cela. Et Trump, c'est intéressant d'ailleurs. J'ai remarqué que Trump continue d'affirmer qu'il a complètement détruit la capacité nucléaire de l'Iran, qu'ils ne pourront pas revenir à leur niveau précédent avant au moins 2 ans. Ce n'est pas vraiment vrai. Vous savez, les médias iraniens regardent ça, tout comme le New York Times, et même les agences de renseignement de la défense. Ce n'est pas vraiment vrai, mais il me semble que c'est quelque chose que Trump peut dire pour éviter d'agir à l'avenir. Du genre, je l'ai déjà détruit, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et maintenant, il y a des généraux du Pentagone qui soutiennent Trump là-dessus, disant « Oh oui, on a regardé, on l'a eu ». Et tout le monde répond « Non, ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez pas fait. » Mais s'ils l'ont détruit, alors il devient très difficile de justifier une nouvelle attaque contre eux. Donc vous savez, c'est très étrange. Je pense que Trump et beaucoup de gens dans son camp ne veulent en réalité pas faire la guerre à l'Iran. Mais Netanyahou et sa faction veulent vraiment faire la guerre à l'Iran. Et donc, Trump essaie de faire de son mieux pour satisfaire certains et en satisfaire d'autres. Je suis inspiré par le fait qu'Elon Musk ait non seulement cessé de soutenir Trump, n'est-ce pas? Elon Musk. Donc, Thomas Massie est le républicain le plus virulent contre Israël. C'est la voix anti-Israël au Congrès. Thomas Massie, Trump l'attaque régulièrement. Et maintenant, Elon Musk dit qu'il va financer la campagne de Thomas Massie. Et Elon Musk dit qu'il pourrait créer un nouveau parti politique pour Thomas Massie, qu'il financerait. Et peut-être que ce sera le Parti libertarien. Donc, c'est très enthousiasmant. Vous savez, le mouvement de Trump, il y a beaucoup de factions différentes. Et nous verrons bien. Parmi les partisans de base de MAGA, il n'y a pas de soutien pour une nouvelle guerre avec l'Iran. Et je peux vous dire qu'en ce moment, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui sont mis en avant et tout ça. Mais le supporter moyen de Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran. Eh bien, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont en fait transmis à Israël des informations sur les sites nucléaires iraniens, ainsi que des informations sur les familles de certains scientifiques, leurs adresses personnelles, et c'est pour cela que tant de scientifiques nucléaires ont été tués. Je veux dire, si cela est vrai, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir l'AIEA. Comment un pays, n'importe lequel, pourrait-il jamais faire confiance à l'AIEA? À une époque où nous avons vraiment besoin d'une organisation comme l'AIEA pour s'assurer qu'il n'y ait plus de prolifération nucléaire, si cela est vrai, je pense que c'est un très très grand scandale qui doit être examiné de près. Si c'est ce qu'ils font, vous voyez, alors... Oui, je veux dire, si cela peut être prouvé, je veux dire, nous savons depuis longtemps que ces inspecteurs d'armes étaient infiltrés par les services de renseignement pendant la guerre en Irak. C'était un gros problème. Et, tu sais, Hans Blix et tout ça. Et puis l'OIAC, n'est-ce pas? Tu sais, ils ont été pris en train de falsifier leurs résultats pour des raisons politiques. La Russie a divulgué les emails qui montraient que leurs scientifiques disaient en fait « Non, nous ne pouvons pas prouver cela ». Et ils ont dit « Eh bien, nous allons le dire quand même pour incriminer le gouvernement syrien ». Et oui. La grosse facture pour Bill. D'accord. Alors quel est ton avis là-dessus? Ça semble être une loi assez horrible. Oui, il n'y a rien que nous puissions faire, n'est-ce pas? Oui, privatisation, coupe dans les dépenses sociales. Je veux dire, oui, c'est pas bon. Plus de financement pour l'ICE. Trump renforce l'ICE comme sa propre branche de l'État, non? Parce qu'il ne fait pas confiance au FBI ou à certaines agences de renseignement.
Donc il développe l'ICE comme sa propre force militaire. Et c'est ce qui semble se passer là-bas. C'est intéressant. Et tu sais, c'est pour ça que les démocrates s'opposent fortement à l'ICE, etc. Parce que l'ICE est en gros celle de Trump. Tu vois, ils lui sont loyaux. Elle est composée de personnes loyales à Trump. Eh bien, mais lorsqu'on parle d'un mouvement de masse, je pense que c'est parce qu'il y a une grande loi qui nuit à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes utilisent Medicaid et il est en train de réduire Medicaid tout en baissant les impôts pour les riches et en augmentant les dépenses militaires. Donc, d'accord. Si vous réduisez les recettes fiscales, ce qui signifie que le gouvernement recevra moins d'argent, alors vous devriez réduire les programmes dans tous les domaines, pas seulement Medicaid, mais en même temps, ils augmentent les dépenses militaires. N'est-ce pas? C'est assez évident. Et cela va ajouter encore, vous savez, 2 ou 3 000 milliards de dollars au déficit au cours des 10 prochaines années. C'est une catastrophe. À ce stade, ne penses-tu pas que c'est là que le mouvement devrait se concentrer? Parce que beaucoup de gens souffrent à cause de ce projet de loi. Mais je ne vois aucun mouvement. Que devrions-nous faire? Eh bien, encore une fois, c'est une fausse polarisation, car il y a de l'opposition au projet de loi du côté républicain, de la part de libertariens, comme Marjorie Taylor Greene et Thomas Massie, et il y a de l'opposition chez les démocrates, parce que cela réduit les dépenses publiques. Mais l'establishment politique est uni sur ce point. C'est ce que veut l'establishment politique. Moins d'argent pour le peuple, plus d'argent pour l'armée, plus d'agences de police. Et c'est ça le problème. Il faut dépasser la fausse polarisation. MAGA contre woke, c'est du faux. Il faut un mouvement populiste contre l'establishment. Et vous savez, la gauche devient vraiment genre, il n'y a pas eu de manifestation à la Kings qu'ils ont faite, n'est-ce pas? Je n'aime pas beaucoup ce que fait Trump, mais le message c'est, nous n'avons pas besoin d'un leader fort. En réalité, nous avons besoin d'un leader fort. C'est juste que Trump n'est pas... Trump est faible. Il fait simplement ce que Wall Street veut et nous entraîne vers la guerre. Mais leur message, c'est presque, eh bien, nous ne voulons pas de leadership fort. Nous voulons simplement de fait que les personnes qui ont de l'argent ne soient pas embêtées. D'accord. Nous avons besoin d'un leader fort. Roosevelt était un leader très fort. Abraham Lincoln était un leader fort. Et tous les deux, vous savez, ont effectivement centralisé le pouvoir entre leurs mains afin d'agir contre la volonté des riches et des puissants. N'est-ce pas? Et en présentant cela comme de l'anti-autoritarisme, vous savez, ce n'est pas la bonne approche. Ils veulent affaiblir le pouvoir exécutif pour, en gros, éviter d'avoir un gouvernement suffisamment fort pour défier le pouvoir de Wall Street. Nous avons besoin d'un gouvernement qui soit capable de cela. Trump ne le fait pas en ce moment. Mais, s'il était plus fort et plus volontaire, il le pourrait probablement. Et vous savez, il n'adopte pas la bonne approche. Permettez-moi de le dire ainsi. C'est pourquoi les médias américains ont fait tout un sujet autour des dictateurs partout dans le monde. S'il y a un dirigeant fort qui conduit son pays à s'affranchir de la domination occidentale, ils le qualifient de dictateur parce qu'ils ont peur du pouvoir populaire centralisé. Ils veulent simplement une sorte de gouvernance de facto. Et ils voient Trump comme quelqu'un qui pourrait potentiellement remettre cela en question, même si ce n'est pas le cas. Et c'est le message du pas de roi. C'est du libéralisme. C'est un message libéral. Donc il n'y a rien de mal à avoir un dirigeant populaire. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et je pense aussi que cette grande loi fait du mal à beaucoup de gens. Il devrait y avoir un sentiment partagé parmi la population, mais je ne vois toujours pas de mouvement, tu vois? Donc en principe, je pense qu'il nous faut un mouvement. Mais comment ce mouvement pourrait-il se produire alors? Eh bien, il faut qu'on le construise. Je veux dire, mon organisation,
Nous organisons notre rassemblement national le 12 juillet et Angela McArdle du Parti libertarien sera présente, tout comme Scott Ritter. Et nous essayons de bâtir un mouvement. Et c'est très difficile. C'est pour ça que je me sens frustré par certaines voix, parce qu'on a vraiment besoin d'un mouvement, n'est-ce pas? Ce qu'il nous faut, c'est un mouvement. Et célébrer Luigi ne nous y mènera pas. Et, vous savez, j'aimerais que des gens comme Zoran soient plus ouverts à la construction d'un mouvement, mais oui, nous avons besoin d'un mouvement de toute urgence. Il n'y a vraiment pas d'alternative à avoir des gens dans la rue et à construire un mouvement populaire issu de la classe ouvrière. Et il semble y avoir tellement de réticence de la part des décideurs à faire avancer les choses. Les syndicats sont tellement liés au Parti démocrate. Je veux dire, Kshama Sawant, c'est à cela qu'elle consacre son énergie. Elle reçoit des financements des syndicats pour construire une sorte de groupe d'activistes, n'est-ce pas, qui va soulever des questions économiques. Je pense que c'est une excellente initiative, et cela mobilise les gens dans la rue et tout ça. Mais les syndicats, au bout du compte, vont être affaiblis à cause de l'économie des petits boulots. Je veux dire, vous savez, la façon dont fonctionne l'économie des petits boulots, les travailleurs de cette économie sont en concurrence les uns avec les autres. Ils fixent eux-mêmes leurs horaires, et vous savez, ils ne travaillent pas, ils se voient à peine. Vous savez, le modèle du travail est un peu dépassé. Mais nous avons besoin d'organisations communautaires populistes, comme les conseils de chômeurs que le Parti communiste avait autrefois, ou ce que l'on voit dans les pays anti-impérialistes, ou dans les quartiers, il y a des associations de personnes très impliquées. Et c'est ça, vous savez, Uhuru, l'organisation qui a été inculpée. Nous allons leur remettre un prix lors de notre conférence. Nous avons fait plus pour eux que quiconque. Nous avons porté leur dossier à l'ONU et ailleurs. La raison pour laquelle le gouvernement américain a perquisitionné leur domicile et les a traînés devant un tribunal fédéral, c'est parce qu'ils agissent. Ils ont des bâtiments dans les quartiers et ils fournissent des services. Ils ont un programme de réinsertion pour les anciens détenus. Ils proposent des cours pour les femmes enceintes. Ils ont mis en place des marchés de produits biologiques et ils servent des centaines de milliers de personnes noires dans 2 grandes villes. Et en même temps, ils enseignent leur propre interprétation nationaliste, noire ou internationaliste africaine du communisme. Et c'est cela qui effraie le gouvernement américain. Parce qu'en cas de crise, avec leurs bâtiments, leurs membres et leurs programmes, ils pourraient devenir les leaders d'un véritable mouvement de masse. C'est pourquoi le gouvernement américain était désespéré de démanteler cela, n'est-ce pas? Les forces de l'anti-impérialisme doivent s'implanter en Amérique. C'est ce qui doit arriver. Et cela va arriver. Et beaucoup de gens en Amérique, même des personnes aisées, en bénéficieraient probablement. Le Parti communiste parlait d'une coalition anti-monopole. Ce sont vraiment les ultra riches qui en profitent ici. Et nous avons besoin de quelque chose d'analogue au bloc des 4 grandes classes en Chine. Tous ceux en Amérique qui bénéficieraient de s'opposer aux impérialistes doivent former un bloc de résistance. Et il doit y avoir une couche de la société américaine qui comprenne que rejoindre les BRICS, être amis avec les pays des BRICS et intégrer cette nouvelle économie est dans notre intérêt. Et que s'y opposer nous nuit, n'est-ce pas? Et c'est l'intérêt économique de l'écrasante majorité de la société américaine. Mais les grands monopoles ne sont pas d'accord. Donc, nous devons construire une coalition anti-monopole. Pensez-vous qu'Elon Musk sera sensible à ce que vous faites? Je ne sais pas. C'est un personnage très étrange. Il pense que la privatisation, retirer l'État de tout, est la solution. Et ce n'est pas le cas. Mais c'est ce que croient la plupart des capitalistes de base. Ils croient à ces absurdités du marché libre, non? Que si on privatise tout,
Ce qu'ils devront finir par comprendre, c'est qu'au lieu de simplement se débarrasser de l'État, il nous faut un État qui s'attaque aux puissants, tu vois? C'est ça qu'il nous faut. En ce moment, on a un État qui s'attaque aux plus faibles, qui écrase les petits entrepreneurs et protège le pouvoir des grands monopoles, et qui essaye de mettre en place la décroissance pour stabiliser l'économie, pour faire face à la crise de surproduction. Finalement, ces forces vont se rendre compte qu'elles ont besoin d'un gouvernement qui défend les plus faibles. Et elles vont aussi réaliser que la raison pour laquelle cette nouvelle économie émerge dans le monde, c'est à cause des gouvernements anti-impérialistes. Le gouvernement chinois est issu d'une révolution anticoloniale, et c'est pour cela qu'il est capable de développer son peuple. C'est la même chose pour le gouvernement iranien, la même chose pour la Russie. Vous savez, ces gouvernements issus de luttes anticoloniales, ces États populaires, posent les bases pour stabiliser et construire l'économie, et ils sont très favorables aux petits entrepreneurs. Le programme de micro-entrepreneuriat du Nicaragua est très réussi. L'Iran a permis à des millions de personnes de s'enrichir grâce à des programmes gouvernementaux. Nous avons besoin d'un gouvernement qui investit dans les communautés et les citoyens, pas d'un gouvernement qui collabore avec les grands monopoles et les banques pour appauvrir la population. Et oui, c'est le slogan que nous avons utilisé. Nous avons besoin d'un gouvernement d'action pour défendre les familles ouvrières. Un gouvernement d'action, pas un gouvernement qui se retire et laisse les choses se détériorer, mais un gouvernement d'action qui prendra des mesures audacieuses pour améliorer la vie des gens. Eh bien, alors comment obtenir un gouvernement comme celui-là par le système électoral traditionnel? On dirait que ça ne nous y mène pas. Nous devons créer des réseaux. Nous avons besoin de bâtiments dans chaque communauté. Nous avons besoin que les gens se rassemblent. Et Internet ne suffira pas. En ce moment, il y a beaucoup de podcasts et de médias, et tout cela, et ils font tout leur possible pour maintenir les gens isolés. Nous avons besoin que les gens se réunissent et construisent des réseaux et des associations. Nous avons en quelque sorte un plan pour les prochaines années, afin que notre organisation s'installe, qu'elle ait des bâtiments dans différents quartiers et qu'elle fasse avancer les choses. Et je suis très enthousiaste à propos de ce que nous faisons. Nous essayons d'y parvenir. Mais l'essentiel, c'est que nous avons besoin d'actions concrètes et d'associations. Nous avons aussi besoin que les gens se sentent capables d'agir. Je pense que beaucoup de personnes croient que tout va se passer quoi qu'il arrive. Ils pensent qu'ils n'ont pas la capacité de changer le monde. Et c'est ce que vous faites. Je veux dire, quand je regarde ce que ma petite organisation a accompli avec nos ressources limitées et notre petit nombre de membres, nous avons fait énormément pour influencer le débat politique en Amérique. Et cela montre que si les gens agissent, l'establishment en est presque terrifié. Ils réagissent de façon très spectaculaire, presque comme s'ils voulaient simplement arrêter cela. Très bientôt, ce sera comme si les vannes allaient s'ouvrir. Vous savez, on dit qu'une seule étincelle peut déclencher un incendie de prairie. Ils savent que c'est vrai. Et ce n'est vraiment qu'une question de temps, avant que les conditions et les divisions parmi les élites atteignent un point tel qu'il y aura une immense montée de la participation politique parmi le peuple américain. Et ils essayent de la prévenir et de la contrôler de différentes manières. Oui, je vous pose toutes ces questions parce que mon public me demande toujours ce qui se passe avec le mouvement communiste aux États-Unis. Donc, vous me donnez une mise à jour. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter concernant les mouvements, concernant ce qu'est le mouvement communiste ou socialiste aux États-Unis? Parce que il y a beaucoup de mécontentement en ce moment. Mais clairement, avec ce dernier grand et beau projet de loi, il y a encore plus de gens qui vont être touchés, n'est-ce pas?
C'est donc une bonne occasion, je suppose, pour que les gens soient au moins plus ouverts à ce concept de communisme ou de socialisme, je pense. Et en particulier, les jeunes d'aujourd'hui, je vois de plus en plus de jeunes qui ne craignent pas cette idée de communisme ou de socialisme. L'élection de Mamdani en est la preuve, car il a ouvertement soutenu le socialisme, vous voyez, ce genre de choses. Il ne cache pas et ne se détourne pas de ce concept. En même temps, vous savez quelles sont exactement les actions concrètes qui se passent sur le terrain. C'est donc quelque chose qui, je pense, intéresse beaucoup de gens. Mon public en Chine est curieux à ce sujet. Eh bien, l'une des choses que nous faisons, c'est que nous essayons de populariser Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso. C'est ça. Oui, d'accord. Oui. Et nous l'utilisons comme modèle du type de gouvernement que nous pourrions avoir. Nous avons une bannière de lui de 2,50 m sur 3,50 m. Et nous sommes sortis dans les rues de Chicago pour organiser un rassemblement autour d'Ibrahim Traoré. Nous avons reçu une réponse très positive, et cela a également eu un énorme retentissement dans toute l'Afrique. Cette vidéo a été diffusée sur toutes sortes de chaînes YouTube. Nous avons publié un livre sur Ibrahim Traoré que nous allons distribuer en grande quantité à travers le pays. De plus, nous participons au Rassemblement pour la Palestine. Nous avons un livre sur les Houthis, mon livre sur les Houthis, et nous avons distribué des milliers d'exemplaires de ce livre qui explique qui sont les Houthis. Une autre chose que nous devons faire, c'est lancer une campagne contre la violence politique, car la violence politique démoralise les gens et les pousse à abandonner la lutte. En surface, on pourrait penser, eh bien, si les gens sont violents, alors nous allons avoir une révolution. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Cela a généralement l'effet inverse, comme nous l'avons évoqué. Nous devons donc construire une campagne pour s'opposer à la violence politique. Et nous devons mener une agitation de masse, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. Saisir chaque occasion de porter un message anti-impérialiste et de relier les souffrances économiques ici aux guerres qui se déroulent dans le monde. C'est ce qu'il faut faire. Nous devons porter ce message. Nous préparons notre convention du 12 juillet. Après cela, nous allons évidemment organiser une réunion pour déterminer la suite des événements. À ce stade, nous avons un bon réseau de personnes à Los Angeles, un bon réseau à Minneapolis et à Chicago. Nous testons un peu notre force pour voir ce que nous pouvons accomplir. Nous allons organiser un très grand événement à Chicago. Ensuite, nous évaluerons notre position et nous aviserons. Mais oui, l'essentiel, c'est de populariser Ibrahim Traoré et de montrer quel type de gouvernement nous pourrions avoir, tout en s'opposant à l'attrait de la violence politique, qui est largement, vous savez, idéalisée dans les médias américains en ce moment, dans le but de déradicaliser et de créer un sentiment de lassitude, etc., au sein de la population, pour que nous acceptions simplement les choses, vous voyez? Il s'agit de faire prendre conscience aux gens de leur pouvoir et de construire des réseaux de personnes capables de mener des actions ensemble. Vous savez, déployer une banderole de 2,50 m sur 3,60 m dans les rues de Chicago, c'est vraiment difficile à faire. Il faut trouver les poteaux, il faut y aller, et vous savez, pendant l'élection, on avait l'image de Trump et Kim se serrant la main, et on a réussi à l'afficher partout dans New York, et on l'avait aussi à l'inauguration. Mais c'était pas facile, vous avez raison. Et rassembler tout le monde, il faut apprendre les aspects concrets de l'activisme, comme la manière réelle de mener des actions. Les idées, c'est bien, mais il s'agit de les mettre en pratique. Et l'essentiel, c'est de ne pas rester un phénomène de niche sur Internet, parce que vous avez parlé du fait que beaucoup de jeunes deviennent communistes aujourd'hui. C'est un phénomène de niche sur Internet. Si tu es jeune et que tu t'intéresses au communisme, ça arrive souvent.
Ça a été mon cas. J'étais en avance. Une génération d'avance. Mais maintenant, c'est vraiment courant. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas sur Internet et il y a une centaine de types de communistes différents et ils se détestent tous. Tu vas sur Internet, tu écoutes des podcasts et tu te disputes à propos de Trotsky, de Lénine et de toutes ces choses obscures et tu ne fais rien, n'est-ce pas? Ça devient juste une sorte de jeu intellectuel. Eh bien, au lieu de se concentrer sur le fait d'avoir exactement le bon type de communisme, où nous sommes les bons communistes et eux les mauvais, et de se battre sur Internet, il faut rassembler des gens qui ne sont peut-être pas d'accord sur tout, mais qui peuvent travailler ensemble et porter un message. Et nous devrions viser le peuple américain. Un point de désaccord majeur entre moi et beaucoup d'autres communistes, c'est le patriotisme, n'est-ce pas? Aimer son pays, sa patrie, c'est naturel. C'est un instinct humain naturel, tout comme on aime ses parents, tout comme on aime son frère et sa sœur, n'est-ce pas? C'est un sentiment normal et sain. Cependant, la plupart des jeunes qui sont attirés par le communisme, c'est comme s'ils étaient aliénés de l'Amérique. Et le communisme, c'est comme le diable, c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Donc ils sont attirés par l'ennemi. Et ainsi ils sont très rebutés par les drapeaux américains. Ils sont très rebutés par le patriotisme, parce qu'ils ont été attirés par le communisme en raison de leur sentiment d'exclusion sociale ou d'aliénation vis-à-vis de la société. Nous devons amener les gens à dépasser cela. Le communisme viendra en Amérique sur la base de l'amour du pays. Les gens le feront parce qu'ils aiment leur pays. Et nous devons construire un mouvement qui ne dégage pas une hostilité envers le pays, mais envers le système. Nous devrions considérer les impérialistes comme des traîtres à la nation, car notre pays s'effondre pendant qu'ils se concentrent sur la construction de leur système et la domination du monde. Et nous devons changer cette ambiance. C'est pourquoi nous sommes là, avec de grands drapeaux américains. Nous sommes là pour expliquer qu'il nous faut un gouvernement d'action pour défendre les familles de travailleurs. Et nous utilisons l'expression « famille de travailleurs » parce que si l'on dit « classe ouvrière », les gens pensent que c'est un mot-clé marxiste. Mais si vous dites « famille ouvrière », les gens pensent « une famille, qu'est-ce qui pourrait être mauvais là-dedans » n'est-ce pas? C'est une famille. Ce sont des personnes qui se rassemblent. Tout le monde veut aider les familles ouvrières. Classe ouvrière. Les gens ont une association étrange avec ce terme, mais familles ouvrières fonctionnent. Dans les syndicats, cela fait des années qu'ils utilisent l'expression « famille ouvrière » pour parler de ce qu'ils veulent. Malheureusement, les groupes communistes ne l'utilisent pas parce qu'ils disent que c'est anti-gay. Et je ne comprends pas pourquoi. Les personnes gays ont aussi des familles. Mais ils disent que l'expression « familles ouvrières » est d'une certaine manière anti-gay et ils refusent de l'utiliser. Eh bien, c'est absurde. Il faut dépasser cela. Voilà. Vous avez récemment visité Pékin, n'est-ce pas? Vous êtes allé uniquement à Pékin? Oui, d'accord. Que pouvez-vous nous dire sur votre voyage et quelles sont vos impressions générales sur Pékin en général? Wow. Eh bien, tout d'abord, je dirais que la nourriture en Chine est incroyable. Mais il y a beaucoup d'animaux différents, n'est-ce pas? On mange beaucoup d'animaux différents. Et vous savez, l'hospitalité chinoise, c'est qu'ils veulent mettre beaucoup de nourriture devant vous. C'est comme ça, voilà. Et vous savez, je commande un poisson et je m'attends à ce qu'on m'apporte une assiette, mais ils m'apportent un énorme plat avec le poisson entier. Et voilà, c'est servi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. Et je n'avais jamais mangé de litchi auparavant. C'est incroyable, un fruit vraiment exceptionnel. J'aimerais pouvoir en trouver ici. On peut en trouver parfois. Tu peux en trouver? Oui, certains supermarchés chinois en vendent peut-être. Tu devrais pouvoir en trouver à New York.
New York a de grands supermarchés, tu sais. Peut-être à Chinatown ou à Flushing ou quelque chose comme ça. Oui, tu pourrais en trouver là-bas. Well, I need to get some then. So there we go. Je dois donc en acheter. So Voilà. there's that. Oui. I will say, Donc il y a ça. Je dirais que je suis allé au mausolée de Mao. what I thought was Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, vous savez, Mao insistait beaucoup, surtout pendant la révolution culturelle, sur l'athéisme, le matérialisme. Mais le mausolée de Mao avait quelque chose de religieux, non? Ils vendent des fleurs, et les gens ont des fleurs. Et puis, quand on entre dans la zone du tombeau proprement dite, j'ai vu des gens faire ce geste, vous voyez? Et c'était assez intéressant. Je me demande ce que Mao en penserait, lui qui était un tel athée. right? Because he was such an atheist. Well, I went to his birthplace. Eh bien, je suis allée sur son lieu de naissance dans la province du Hunan, à Shaoshan, là où il est né et a grandi. Voilà la chose. Quand j'y suis allée, le chauffeur de taxi, comme tu peux l'imaginer, les gens du Hunan le vénèrent vraiment. Ils en sont très fiers. Absolument. Et je peux le comprendre. Mais le chauffeur de taxi m'a dit que lorsque tu vas là-bas en visite, tu as tout à fait le droit d'apporter des fleurs, mais tu n'as pas le droit de t'agenouiller. Ils tiennent donc à préciser qu'il n'est pas Dieu. Ils ne veulent pas le diviniser. C'est un être humain, il a commis des erreurs. Je pense qu'il est largement admis qu'il a fait des erreurs, mais il reste néanmoins le fondateur de la Chine moderne, la Chine d'aujourd'hui, la nouvelle Chine. Et il a énormément contribué à l'essor de la Chine. Je veux dire, tout cela est reconnu. Mais au bout du compte, c'est un être humain. Il a commis des erreurs. C'est pour cela qu'ils ne vous autorisent pas. Ils l'ont d'ailleurs clairement indiqué. Vous n'êtes pas autorisé à vous agenouiller là. Voilà où se situe la limite. Maintenant, si des gens veulent le faire, que ce soit devant son corps ou sur son lieu de naissance, peu importe. Je pense pas qu'ils veuillent tout interdire. Je crois qu'une grande partie de cela se fait de manière volontaire. Je veux dire, les gens veulent le faire. Beaucoup de personnes vénèrent différentes choses. En Chine, la Chine est en fait un endroit où il y a beaucoup de dieux différents. Vous savez, même dans les temples bouddhistes, les bouddhistes ont plusieurs types de dieux. Il existe différents dieux responsables de différents aspects de la vie, vous savez, comme donner naissance à des enfants ou devenir riche. Je veux dire, il y a des dieux pour tout. Et puis, certains des dieux que les gens vénèrent sont en réalité des personnages de l'histoire chinoise. Ce sont des généraux, des héros courageux, des personnes de ce genre. Les gens vénèrent ces figures. Donc Mao peut être considéré par certains comme l'un de ces personnages. Et c'est pour cela que les gens font ce genre de choses pour le vénérer. Et c'est tout à fait acceptable. Je ne pense pas que le gouvernement encourage cela, mais il ne veut pas non plus interdire en disant que vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est là qu'il fixe la limite. On ne s'agenouille pas là. Vous voyez, c'est là qu'il fixe la limite. C'est intéressant, parce que lorsque tu parles de l'interdiction de s'agenouiller, etc., j'ai lu beaucoup d'ouvrages de Mao qui ont été traduits en anglais. Il y a un discours qu'il a prononcé après que Lin Biao a essayé de le tuer et que Chen Boda, n'est-ce pas, a agi contre lui. Il a prononcé un discours condamnant Lin Biao et Chen Boda. L'une des choses qu'il a dites à leur sujet, c'est qu'ils le vénéraient d'une manière malsaine. Une partie de leur stratégie contre lui consistait à vouloir le réduire au rang de Dieu pour pouvoir réellement gouverner, tu vois. Et il se méfiait des gens qui le vénéraient. J'ai trouvé cela intéressant. L'autre chose, c'est que je vais souvent en Russie, vous savez. Et de nos jours en Russie, Staline était un athée, tout comme Mao. Mais des millions de Russes croient que Staline était chrétien. Et il y a beaucoup de Russes qui ont une image de Staline avec une auréole autour de la tête. Et cela me fascine. Je veux d'ailleurs écrire un livre sur la légende du Staline chrétien, parce que cela me passionne. Et en Géorgie, à Gori, la ville où il est né, dans une église orthodoxe russe, ils ont même installé un monument à Staline et à sa mère,
où ils ont tous les deux une auréole sur la tête. To Stalin and his mother, where they both have a halo on his head, and local anti-Russian people vandalized it. Et des personnes locales anti-russes l'ont vandalisé. Et il y a toute une histoire à ce sujet. Je trouve ça très intéressant. Vous savez, quand j'étais dans mon quartier ici à Brooklyn, il y avait un gars il y avait les témoins de Jéhovah. Je les ai vus dans la rue, n'est-ce pas? Un groupe religieux. Et ils avaient une langue que je ne reconnaissais pas, les lettres. Alors je suis allé les voir et j'ai demandé « Quelle langue est-ce » C'est du géorgien, n'est-ce pas? Les Géorgiens n'utilisent pas l'alphabet cyrillique. Alors je me suis dit « Bon, pourquoi pas? Je vais leur demander la légende de Staline chrétien. » Et c'était un jeune homme de 20 ans qui venait tout juste d'arriver de Géorgie. Alors j'ai dit « Eh bien, j'ai entendu dire que beaucoup de gens en Géorgie et beaucoup de gens en Russie pensent que Staline était chrétien. Et je vous jure, je n'oublierai jamais ça. Le gars m'a regardé et a dit bien sûr qu'il pense qu'il était chrétien. Il a fait tellement de grandes choses et il a aidé tant de gens. Et j'étais là. Ok, d'accord. Vous voyez, je me disais, ce gars ne doit pas savoir qu'il est en Amérique, où on n'a pas le droit de parler comme ça. Mais il a dit, bien sûr qu'il penserait ça. Et il a ajouté, Staline n'était pas chrétien. Il était athée. Il était communiste. Mais bien sûr qu'il penserait ça, parce que c'était une si bonne personne. Vous voyez, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, en dehors de l'aspect lié au communisme, je pense que une partie de la célébration cette année vient du fait qu'il y a 2 jours, le 1er juillet, c'était le 104e anniversaire de la fondation du Parti communiste. Il a été fondé le 1er juillet. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de célébrations à ce sujet. As-tu fait des activités touristiques classiques? J'ai vu l'opéra de Pékin. Je suis allé à un spectacle d'acrobatie. Je suis allé à la Grande Muraille de Chine et j'ai tout apprécié, marcher le long de la Grande Muraille. Et c'était drôle parce que sur la Grande Muraille, il y a, vous savez, des inscriptions, un peu comme le panneau Hollywood ici, sauf que là-bas, c'est écrit « Soyez fidèles au président Mao ». J'ai trouvé ça assez drôle. Vous savez, nous avons le panneau Hollywood dans les collines de Los Angeles. Et dans les collines près de la Grande Muraille, il est écrit « Soyez fidèles au président Mao ». Donc j'ai trouvé ça amusant. Et je dois dire, le dernier jour où j'étais là-bas, ils m'ont emmené au musée du Parti communiste. Waouh! J'ai été ému tout du long, beaucoup de larmes et tout ça. Je vais bientôt publier la vidéo, j'attends un peu. Mais vous savez, il y a eu ce moment. Vous m'avez vu dans le bus quand j'ai rencontré le vétéran, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, le vétéran de la guerre anti-japonaise. Il était au musée, et nous nous sommes serrés la main. J'ai même une vidéo de ce moment. Et oui, le musée du Parti communiste était incroyable. C'est un musée extraordinaire. Il y avait tellement d'expositions élaborées. J'ai été très ému à plusieurs reprises. C'était tout simplement incroyable d'être là, de tout voir de près. J'ai trouvé ça génial. Donc oui, j'ai adoré le musée du Parti communiste. Et je comprends que chaque membre du parti doit s'y rendre, genre une fois par an ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. J'y suis jamais allée moi-même. Peut-être que j'irai la prochaine fois. Ça a l'air d'un endroit intéressant à visiter. C'est tout nouveau, non? Et c'est comme si on ne pouvait pas y entrer directement depuis la rue. Il faut d'abord entrer dans ce centre commercial, puis monter des escalators jusqu'au musée du Parti communiste. Et il y a plusieurs étages. Il y a un étage consacré à la fondation, et ça continue jusqu'à... Et puis il y a un étage pour... Ensuite, il y a Deng Xiaoping, puis chaque président comme Hu Jintao et Jiang Zemin, et tu sais, Xi Jinping. Et là, Xi Jinping, c'est... Je veux dire, aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'hystérie quand il est arrivé, genre, ce type est nouveau, tu vois? Et il met clairement l'accent à nouveau sur l'aspect communiste. C'est vraiment ce qui ressort, non? Qu'il insiste vraiment sur ces choses-là. Je veux dire,
Hu Jintao et Jiang Zemin ont eu leur place, je veux dire, ils étaient pas, tu vois. Mais je pense que leurs expositions étaient plus axées sur les Jeux olympiques et le programme spatial. Et c'était pas aussi intense, tu vois. Mais quand on arrive à Xi Jinping, c'est comme, voilà, on y est, tu vois. Donc voilà. Oui, oui. Here we go. So there you go. Yeah. Yeah.